Donc Nicolas Chonde pour le ministère de l'Éducation nationale à la DNE Socle 2, donc aux infrastructures. Je vais essayer de voir un peu quand même. Et Thierry Kaufmann, Société Arawa, je suis administrateur système. Voilà, donc on va vous présenter l'orchestration d'une infrastructure Big Blue Button à grande échelle, jusqu'à 500 000 personnes. Voilà. Pas dans le même salon, bien sûr. Donc une plateforme de visioconférence souveraine qui a été lancée dont le projet a débuté à l'été 2020. Vous avez tous entendu parler donc, durant la crise sanitaire de ma classe à la maison du CNED, j'imagine. Enfin, voilà. On nous a demandé de faire un équivalent souverain et piloté par le ministère et des infogérants en propre pour éviter d'utiliser un opérateur américain qui hébergeait sur du Amazon. C'était le service proposé par le CNED. Donc on a évalué les entreprises françaises qui auraient été en capacité de nous accompagner là-dessus. On avait un usage double. Pour ma classe à la maison, c'était la continuité pédagogique, et pour la continuité, on va dire, administrative, les réunions de pair à pair entre agents. Donc on a lancé une première mouture à l'automne 2020 qui pouvait accueillir jusqu'à 100 000 personnes en simultané. Donc, avec comme cible 500 000 personnes à la rentrée suivante. Donc, on est aussi rentré en relation avec la DINUM pour opérer tout ça, parce qu'ils avaient aussi un besoin de visioconférence qu'ils ont découvert avec la crise sanitaire. Ils avaient une plateforme Jitsi, mais qui n'était pas assez dimensionnée pour des réunions en grand nombre. Et donc, ils ont rejoint le système opéré ou lancé par le ministère de l'Éducation nationale pour avoir une plateforme, le webinaire de l'État interministériel dédié à tous les agents de la fonction publique et les agences de l'État. Voilà, donc on a fait une étude autour de Big Blue Button, le système, donc Big Blue Button en lui-même, le répartiteur de charge Scalit. Donc Big Blue Button lui-même, le répartiteur de charge, donc on est parti sur celui proposé par l'éditeur Blindside Networks, c'est un éditeur canadien, donc tout ça c'est du logiciel libre, c'est Scalite, excusez-moi, je vais le prononcer comme il faut. On a vu qu'il n'y avait pas d'orchestrateur pour faire du mode cloud, et on a un frontal de gestion de salle qui s'appelle Greenlight, qui est en Java, et que, bon, si vous le connaissez, voilà, il est assez peu paramétrable, sauf à forquer le Docker à chaque fois ou autre, donc c'était pas très pratique. En plus, il fait que du LDAP. Nous, à l'Éducation nationale, on a autant de LDAP que d'académie, plus quelques autres. Donc voilà. En interministériel, il n'y a pas de LDAP publiable directement, donc c'était difficile. On est parti donc sur développer notre propre frontal de visioconférence, de gestion de salle. Donc on l'a appelé B3Desk. Il est au design système de l'État, contrainte interministérielle. Et on l'a développé en Python Flask, base de données PostgreSQL, et bien sûr la connexion, on est passé en OpenID Connect. C'est un des protocoles web utilisés en SSO pour l'éducation nationale. On fait du ASML, de l'OpenID Connect et du CAS. Enfin, on les a tous, de toute façon, à chaque fois. C'est pas compliqué. Voilà. On a sélectionné donc un hébergeur, Scalway. On a travaillé avec Arawa pour l'étude de faisabilité au sein des différents hébergeurs possibles. L'hébergeur a été sélectionné par rapport à un marché dit Cloud Cercle 3. Il a changé plusieurs fois de nom. Voilà, je vais garder ce nom-là pour le moment. Qui venait juste d'être notifié. Donc on a un peu éclusé les plâtres de comment opérait le marché. C'était très pratique. Donc la plateforme pour 100 000 personnes, l'orchestrateur, dans un premier temps, pour faire un orchestrateur, il faut des métriques, voir comment réagit la solution. Donc on est parti sur trois plateformes pédagogiques, Visio-école, Visio-collège, Visio-lycée, comme le CNED avait, pour ne pas perdre les enseignants, Visio-agent pour les réunions de pair à pair pour les personnels administratifs, le webinaire de l'État pour l'interministériel.
Donc tout ça, ça a été lancé à l'automne 2020, entre octobre et décembre, alors que la commande a été passée au départ le 15 juillet 2020. Donc, il a fallu un peu bouger les choses, avec les vacances scolaires au milieu, c'était pratique aussi. Donc la DINUM avait rejoint le projet. On a lancé, donc, vu qu'on n'avait pas les métriques pour faire l'orchestrateur, on a lancé 500 machines, 100 par instance sur une année pour voir un peu les habitudes des gens. Donc ça nous a coûté, comme on pourrait dire, une blinde, de faire tourner 500 machines H24, 365 jours par an. On ne peut pas éteindre les machines comme ça parce que vous allez me dire, il suffisait quand même de les éteindre la nuit. Oui, mais j'ai les dom-toms, voilà, il y a plein de choses qui font que ça ne marche pas comme ça. Et donc, on a lancé ces 500 machines pour récupérer des métriques. Ces métriques, c'était pour récupérer donc, les habitudes des utilisateurs, etc. La société Arawa a développé l'orchestrateur dont Thierry va parler un peu après. Au printemps 2020, on a fait quelques travaux aussi avec l'éditeur canadien, avec qui on a une très bonne relation là-dessus, pour améliorer l'équilibrage de charge, parce que le répartiteur de charge, on s'aperçoit qu'un serveur avec 100 personnes ou un serveur avec 3 salles de 3 personnes, c'est le serveur où il y a déjà 100 personnes qui est prioritaire parce qu'il n'a qu'une salle, donc il ne tenait pas compte du nombre de participants dans une salle. Donc, qu'est-ce que c'est aussi des participants dans une salle? Une salle vient d'ouvrir, il n'y a forcément que le modérateur ou l'enseignant. Les élèves arrivent 10 minutes, un quart d'heure après. On ne sait pas trop encore à ce moment-là. Aussi, une grosse avancée par rapport aux classes virtuelles que le CNED proposait. L'enseignant, dans les classes virtuelles du CNED, il n'a qu'une seule salle. Un seul lien pour lui, pour ses élèves. Donc, en premier degré, les écoles primaires, ça ne dérange pas trop. C'est le même enseignant toute la journée. En second degré, collège-lycée, les élèves changent toutes les heures, toutes les 2 heures. Donc, il y a des élèves qui commencent à arriver pour le cours suivant, mais le cours précédent n'a pas fini. Enfin, c'est vite un peu compliqué à gérer. Il n'y a pas de salle d'attente, donc on peut avoir quelques trolls. Enfin, on a fait l'étude auprès des enseignants. Ils nous ont dit ce dont ils avaient besoin, voilà, pour éviter tout ça. Donc, on a aussi travaillé sur l'intégration de Peertube. On a des plateformes de streaming Peertube où on a plusieurs dizaines de milliers de vidéos et Big Blue Button permet de streamer Dailymotion, YouTube, Twitch, etc., mais pas Peertube. Donc, ça a été intégré dès décembre 2020. On ne l'a pas mis tout de suite de notre côté parce qu'on ne déploie pas les machines tous les jours. C'était 500 machines qui tournent H24. Arawa n'avait pas que nous comme clients. Donc à l'été 2021, on a enfin pu lancer un premier orchestrateur assez basique qui se base sur juste un agenda web. Pour chaque instance, je définis le nombre de machines que je veux sur chaque plage horaire. Je veux 50 machines sur le pool école à 7h30 parce que les enseignants arrivent à 8h. La moitié des machines sont là, ils se répartissent sur toutes les machines. À 8h30, il y a d'autres enseignants qui arrivent, on a lancé des machines supplémentaires, etc. Mais bon, à la fin de la journée, on a toutes les machines qui tournent. Donc on a un peu économisé, on a un peu optimisé, mais pas tant que ça. Le but étant d'optimiser en fonction de la charge. Mais on a un problème, c'est que contrairement à une entreprise où tout le monde arrive un peu au fil de l'eau et arrête ses réunions un peu à tout moment, nous, les courses, ils commencent tous à 8h, ils finissent tous à 9h, moins 5, ils reprennent à 9h après, etc. Donc on a un problème de pic d'arrivée. Donc on est bien obligé, de toute façon, ce chronogramme, on avait comme optique de le mettre c'est le minimum de machines qu'on veut voir à un moment donné pour éviter le goulot d'étranglement sur une ou deux machines où tout le monde arrive à 7h30. On a aussi changé la taille des machines parce qu'il y a eu des mises à jour dans Big Blue Button et une machine pouvait accueillir 100 à 200 personnes. Maintenant, on a des salons qui peuvent aller jusqu'à 400 personnes et ça tient. Alors, il faut quand même que les modérateurs soient au fait de couper les micros, d'avoir qu'une seule caméra et tout ça, sinon ça ne marchera pas. On a changé la taille des VM, on a augmenté le pool donc à l'été 2021 pour passer à 500 000 personnes. La commande a été un peu plus anticipée cet été-là, c'était début juillet au lieu de mi-juillet. Vous allez donner 15 jours de plus. Voilà. L'hiver 2021, Arawa avait fini son orchestrateur, donc on a pu, fini une grosse mouture, donc on a pu optimiser les ouvertures en fonction de la charge. Donc derrière ça, je laisserai Thierry en parler, il y a tout un système de supervision. Donc on anticipe un peu l'arrivée des enseignants avec le chronogramme, juste l'agenda web. C'est un CalDAV qui va être lu par l'instance. Et derrière, il y a l'usage des API de Big Blue Button. Il y a eu des travaux avec l'hébergeur Scalway pour optimiser la duplication des machines, l'archivage, etc. On a fait plusieurs tests. On a aussi un problème, on a plus d'1 millier de machines, on a des pare-feux, des proxys. On ne va pas demander aux administrateurs réseau toutes les heures de repiloter les ouvertures et fermetures de ports. Donc on a bloqué les FQDN et bloqué les IP pour que ce soit toujours les mêmes, pour que ce soit plus simple.
Et on a dû aussi faire une sécurisation du code parce qu'on a lancé ça en interne au départ, le développement de notre frontal. Il y a eu un problème de santé sur le développeur qu'on avait chez nous, qui est décédé depuis. Et donc la DINUM nous a épaulé là-dessus en mettant des internes qu'ils avaient ou des prestataires qui pouvaient nous déléguer pour continuer là-dessus, qui travaillaient sur le design système de l'État. Donc on était sur cette intégration aussi. Et on a dû sécuriser encore un peu plus le code pour le passage de Big Blue Button à la présidence française de l'Union européenne sur le premier semestre 2020. Donc pour ça, on a fait appel à IAL Cop, une start-up, on va dire, bordelaise, qui nous a sécurisé le code, repris le code, parce qu'il y a eu pas mal de passages de développeurs différents, donc on avait un peu besoin d'harmoniser tout ça, remettre les bibliothèques à jour, et voilà, je crois que c'est bon, ça va être à toi, Thierry. Je vais vous présenter rapidement l'architecture d'un pool Big Blue Button derrière un répartiteur de charge, une répartiteuse de charge SQLite. Alors, vous avez là sur le schéma donc l'architecture habituelle. Donc, ici, dans le cadre du projet, l'authentification se fait sur un serveur OpenID Connect. Donc, on est redirigé donc sur ce serveur d'authentification depuis B3Desk. C'est le frontal de création de salle. Le frontal se connecte au répartiteur, à la répartiteuse de charge SQLite pour demander la création d'une salle. Et donc la répartiteuse est reliée à trois, enfin là on a représenté trois, mais il peut y en avoir beaucoup plus, hein, 100, 150, 200 serveurs Big Blue Button. Et la répartiteuse choisit le serveur Big Blue Button le moins chargé, donc suivant un algorithme qu'on a contribué à améliorer, comme l'a dit déjà Nicolas, pour créer la salle sur ce serveur. Et à partir de là, l'utilisateur est redirigé vers la salle, l'utilisateur ou l'utilisatrice, vers la salle, et également donc le modérateur, la personne qui a créé la salle, mais également les nouvelles personnes qui vont vouloir se connecter en passant par l'intermédiaire de B3Desk. Tous les serveurs sont reliés à un serveur, enfin, permettent de faire des enregistrements qui sont stockés et qui sont ensuite mis à disposition de SQLite. Et puis là, j'ai représenté en bas, on a un système donc de supervision d'une part, mais aussi de statistiques qui permettent de connaître la charge et l'utilisation qui est faite de la plateforme. Alors, à quel moment DivIMS, donc l'orchestrateur, entre en jeu? Et bien là, DivIMS donc, se positionne en plus de cette infrastructure pour adapter le nombre de serveurs dynamiquement à la charge. C'est-à-dire que le nombre de serveurs va augmenter en fonction du nombre de participants et du nombre de salles qui ont été créées sur la plateforme. Le système fonctionne donc en partenariat avec SQLite pour obtenir l'état du pool, avec un calendrier Nextcloud comme il a été dit. Ça permet par exemple le matin de créer un nombre de salles important juste avant que les salles n'ouvrent tout en même temps à 9h. Et puis, donc une fois qu'il a récupéré les informations et qu'ils ont pris des serveurs Big Blue Button, l'orchestrateur déclenche la création des serveurs. Et là, actuellement, DivIMS est compatible avec l'API de Scaleway, l'hébergeur public français. Enfin, l'hébergeur privé, mais il est accessible pour tous. Donc, qui crée les VM et qui les relie à SQLite. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Là, c'est un petit peu sombre, mais vous avez sur ce schéma, en fait, deux courbes qui sont superposées et qu'on voit qui sont fortement corrélées. Vous avez d'une part la ligne verte qui représente le nombre de salles donc sur une période de 24 heures, et puis la ligne jaune qui représente le nombre de serveurs. Donc on voit bien qu'il y a une forte corrélation entre les deux. Et surtout le matin, là, dès 9h, il y a un pic qui est presque exponentiel, et on voit bien que DivIMS réagit en augmentant très rapidement le nombre de serveurs. Il y a une petite baisse au niveau de midi, donc le nombre de serveurs diminue, et puis de nouveau une montée dans l'après-midi,
et puis une baisse régulière dans la soirée. Alors vous pouvez noter qu'il y a un petit décalage temporel entre le moment où le nombre de salles descend et le moment où le nombre de serveurs descend également. Et en fait, c'est tout simplement que quand le nombre de salles diminue, il y a encore des salles qui s'exécutent sur le serveur, on ne peut pas l'éteindre tout de suite. Voilà, donc on a besoin d'attendre que toutes les salles soient clôturées sur le serveur pour pouvoir l'éteindre et commencer à économiser. Alors pour économiser, tout simplement parce que le modèle économique d'un hébergeur comme Scaleway, au moins pour les machines virtuelles, c'est un paiement à l'heure. Et si la machine virtuelle n'est pas utilisée, vous ne payez pas. Donc finalement, on paie uniquement ce qu'on utilise. En particulier, c'est très intéressant la nuit. Vous voyez que c'est limité à 2 serveurs, alors que ça peut monter à plus de 80 dans la journée. Et donc on a que 2 serveurs qui tournent la nuit pour assurer justement les outre-mer. Et dans la journée, ça monte à des pics importants. Et donc c'est valable aussi le week-end où c'est très peu utilisé. Alors quelles ont été les technologies utilisées pour réaliser DivIMS? Vous avez là le panel des différents éléments. En particulier PHP, enfin une extension parallèle de PHP qui permet de paralléliser les accès et de gagner beaucoup de temps sur l'interrogation non seulement de l'API de Scaleway, mais également des serveurs Big Blue Button. Voilà, on a utilisé SSH, Docker, l'API de Scaleway et Nextcloud pour héberger le calendrier. L'installation est simple. Alors, on a actuellement, on a amélioré fortement au cours du temps, grâce à notre expérience. Le lancement des VM prend seulement 3 minutes. Donc, on voit bien, c'est ce qui explique que la réactivité soit très bonne. Au début du projet, on était autour d'un quart d'heure. Et en optimisant tout ça, on a des démarrages de machines virtuelles en 3 minutes. Le projet est libre. Il a été libéré en mai cette année. Donc, il est sur gitlab.com et tout le monde est invité à participer. Il a été libéré sous la licence EUPL, donc à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Donc, licence libre européenne compatible avec GPL. Il est fonctionnellement riche, déjà DivIMS. La fonctionnalité la plus attendue peut-être aujourd'hui, et sans doute qui demande le plus de temps de développement, c'est de rendre DivIMS compatible avec d'autres plateformes d'hébergement, qu'elles soient publiques comme par exemple OVH en France ou même étrangères, ou privées, par exemple des Proxmox, donc pouvoir créer des VM. Et donc les contributions sont les bienvenues, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait développer à la demande si quelqu'un veut héberger, par exemple, le système chez OVH ou autre. Parallèlement à ça, donc B3Desk va être libéré aussi prochainement. C'est en cours. Ainsi que d'autres. Il y a déjà d'autres projets qui ont été libérés, donc qui ont été amenés avec ça, en particulier BBB Analytics, qui permet d'avoir des statistiques cumulatives et qui est un développement de la DINUM. Donc qui a été aussi mis au pot commun. Voilà, donc, je vais reprendre la parole. Donc, tout au long du projet, on a mené des enquêtes. Dès le lancement en 2020, à l'automne, on a fait un tour des enseignants, les besoins qu'ils avaient. On a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule. Au départ, c'était est-ce qu'il faut faire des salles un peu génériques, la salle webinaire où il n'y a qu'un seul présentateur et tout le monde est en écoute, une salle réunion d'équipe, voilà. Et puis finalement, les enseignants préféraient partir sur quelque chose de par défaut et paramétrable que d'avoir des salles type. Donc on a une forte adhésion. Alors c'est quand même assez rigolo parce que lors de ces enquêtes, on a aussi fait quels sont les besoins que vous avez dans Big Blue Button les plus attendus. Donc les plus attendus, c'était le tableau blanc. Il y en a déjà un dans Big Blue Button, mais il n'y a pas besoin d'être formé pour Big Blue Button, donc c'est un peu paradoxal. Voilà. Donc c'était quelques petites choses rigolotes comme ça. L'intégration avec d'autres outils de réunion, Outlook, Thunderbird, ça c'était plus les personnes administratives qui avaient ce genre de besoin.
Et le projet se continue, donc cette année, cette rentrée, on l'a lancé aussi avec l'enseignement supérieur, avec Fun, France Université Numérique, avant FunMOOC, qui déploie des serveurs avec l'orchestrateur qui a été réalisé pour l'ensemble des universités qui sont en cours de raccordement, et ça devrait être finalisé, ces raccordements, courant 2023. On a aussi fait des développements autour de l'intégration dans nos outils, parcourir un Nextcloud depuis Big Blue Button pour charger un document autre que sur son PC, amélioration des ateliers, c'est les sous-groupes, pour récupérer les documents qui sont faits dans les sous-groupes dans le groupe principal. Il y a des travaux en cours pour avoir un tableau blanc interactif, ce coup-ci, il était déjà, mais pas interactif. Donc là, on va avoir un tableau blanc vectoriel avec l'intégration du logiciel TLDraw, qui est un logiciel libre aussi. Bref, on essaye de créer tout un écosystème et d'en faire un bien commun à la fin. Voilà, tout ce qu'on fait est reversé en libre. La licence EUPL a été choisie parce que c'est une licence européenne qui est compatible, enfin qui est pas compatible, mais qui est exprimée dans toutes les langues de l'Union européenne et qui a le même niveau de droit dans n'importe quelle langue, contrairement aux licences GPL qui sont que dans un mode anglais. Hein, il faudra se référer à l'anglais à chaque fois. Voilà, c'est un peu des choix aussi qui ont été faits à ce niveau-là. Je crois que j'ai fini. Si vous avez quelques questions, pas de souci. Alors en fait, c'était essentiellement lié aux images qui étaient créées par Scaleway. Scaleway, par défaut, mettait pour chaque VM une image de 600 gigas. Et l'image, pour instancier une machine virtuelle, il fallait transférer 600 gigas sur un hyperviseur. Et c'était l'image par défaut. En fait, on ne pouvait pas y toucher. Et ça prenait un quart d'heure. Donc on a discuté avec Scaleway, on leur a dit bah non, nous ça ne nous va pas, on n'a pas besoin de 600 gigas pour faire tourner notre VM, on a besoin de 50 gigas maximum. Et c'est pour ça qu'on a discuté avec eux. Depuis, ils nous ont laissé la possibilité justement de créer des images de 50 gigas. Et puis du coup, maintenant c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut créer des images de la taille qu'il veut. Ils ont abandonné ce système où en fait ils imposaient, suivant le nombre de processeurs de votre VM, vous aviez des images de 20, 40, 300 ou 600 gigas. Et depuis, donc c'était le problème essentiel. Donc ce temps de transfert de l'image. Alors effectivement, d'ailleurs son nom n'est pas spécifique à DivIMS à l'origine. Enfin ça veut rien dire, mais ça veut dire Dynamic VM Scheduler. Et donc, il a été pensé pour pouvoir orchestrer a priori n'importe quel système, même si aujourd'hui il est dédié à, à l'orchestration d'un pool SQLite. En fait, on pourrait imaginer de l'adapter, de reprendre le code et de l'adapter à quelque chose de plus générique. Donc, ça demande sûrement de refactoriser complètement le code pour le rendre encore plus générique ou de l'adapter spécifiquement à notre projet. Mais disons que l'idée de l'orchestration, elle peut tout à fait s'adapter à un autre système qui ne serait pas orchestrable par Kubernetes. J'ai eu la question tout à l'heure par quelqu'un, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé Kubernetes pour le faire? Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un que je réponde à cette question. En fait, effectivement, on s'est posé, c'est une question qu'on s'est posée. On a l'impression de réinventer un peu la roue en faisant de l'orchestration, alors que c'est un sujet qui a été largement abordé dans Kubernetes. Pendant longtemps, en fait, il n'existait pas d'image Docker de Big Blue Button. J'ai appris récemment qu'il y en avait une, mais l'éditeur ne recommande pas de faire tourner déjà sous forme de container. Et puis, il recommande même de faire tourner sur un serveur physique. Alors nous, on a pris déjà le risque de faire tourner sur des machines virtuelles. Pour l'instant, c'est pas la recommandation, mais ça peut être envisageable.
Donc peut-être que l'évolution sera passée sur Kubernetes. Oui, il y a aussi le problème que Kubernetes, généralement, c'est des IP privés qu'on a dans un Kubernetes, qu'on déploie une machine. Et alors, je ne dis pas que c'est pas faisable de le faire de mettre une IP publique, mais chez OVH, Callaway, c'est encore un peu plus compliqué vu qu'on n'opère pas la chose. Et un Big Blue Button, si vous n'avez pas une IP publique ou alors si vous ne faites pas du NAT de pare-feu complet, ça va pas marcher. Donc de toute façon, voilà, il y aura eu des grosses modifications à faire, soit de pilotage en plus du pare-feu, soit de travailler avec l'hébergeur pour avoir des IP publics directement sur le Kubernetes. Et DivMess fait aussi, là je parle sous le contrôle de Thierry, la vérification de certains services qu'un Kubernetes ne ferait peut-être pas, enfin voilà, quand l'image a démarré, etc. Après, pour le pilotage, déjà, le côté Nextcloud fait qu'on peut piloter n'importe quel type de système. Il suffit de dire je veux tant de machines à tel moment et il les démarre. La partie optimisation avec l'API, par contre, c'est un peu lié au SQLite. Donc là, soit il faut faire une API compatible SQLite qui répondrait, donc voilà, soit modifier le DivMess pour avoir une autre API. Alors, c'est ce que je disais sur la containerisation. Donc, la question, c'est de savoir si DivMess fonctionne uniquement avec des machines virtuelles lourdes ou avec du container. Actuellement, il fonctionne uniquement avec les VM puisqu'il est relié à une API qui lance des VM. Si on devait partir sur du container, on s'orienterait forcément sur Kubernetes, je pense. Mais on n'essaierait pas de rendre compatible DivMess avec des containers. Ok, je crois qu'on arrive à la fin. Je vais vous applaudir. Merci.